suis-je? Je suis né d'un père suisse, de Schwytz, d'une mère française, de Paris. J'ai épousé une femme qui est latino-américaine, du San Salvador. J'ai adopté des enfants avec Daniel, des enfants tibétains. J'ai 2 assistants, un qui est chinois, Jackie, et une qui est thaïlandaise, Nuni. Voilà, ça c'est l'équipe qui m'entoure. Allez, ciao. Salut Maurice. Bonne affaire. On va le faire aussi. Comme tu veux. Moi, je t'avais promis. Moi, j'ai été indécis ce matin. Alors, on va directement les premiers vous donner un note. J'ai un métier qui demande souvent des efforts, de se lever de très bonne heure, parfois de courir quand il le faut, quand il se passe quelque chose, quand une lumière arrive et va disparaître. Et j'aime l'effort. Hein. Cet effort, je l'ai appris en montagne. Le premier col, on l'a franchi avec une caravane de yak qui nous amenait jusqu'au dernier village derrière ce col. On était dans la neige, bien sûr. On a fait un bivouac au pied du col où on fait un grand feu avec les 3 caravaniers qui nous accompagnaient, avec les yaks qui avaient les naseaux qui étaient gelés. Enfin, c'était une ambiance, on était hors du temps. On a passé ce premier col magnifique. Donc on est monté au 2e col. Tachi, un des caravaniers, nous avait accompagnés pour faire la trace dans la neige avec un yak et un cheval. Et il nous avait dit, moi jamais je ne redescendrai de l'autre côté. Si vous décidez de descendre, ce sera seul. Moi je reviendrai forcément dans mon village parce que c'est trop dangereux. On est monté jusqu'à 5000 mètres et on est arrivé à ce col où il y avait tous ces drapeaux de prière qui étaient gelés par le vent et la neige, avec devant nous un ciel bleu insondable et surtout un océan de vallées et de crêtes. Et c'était une émotion très très forte parce que on n'était plus capable de juger, de dire c'est dangereux de partir seul, c'est un non-sens. Et Tachi est redescendu dans son village en pleurant, il était certain qu'il ne nous reverrait plus. La montée au plateau est bien plus longue que prévu. Nous enfonçons plus haut que les cuisses. Nous marchons jusqu'à la nuit. Je ne sais toujours pas où nous allons dormir. À cette heure-ci, nous aurions dû passer le col. Ici, il n'y a plus aucune grotte. Je n'ai d'ailleurs plus la volonté de chercher. Et instinctivement, je marche dans les pas du léopard qui ne nous a point quittés depuis la vallée de Timsit. J'avance dans la combe où se dirige sa trace. Jusqu'où vais-je marcher ainsi aveuglément ? Je sais que si nous ne trouvons pas un endroit confortable, cette nuit sera notre dernière nuit. Logiquement, on aurait dû mourir dans ce parcours. Hein.
On a marché 14 jours entre les deux cols, on était pris dans la neige, il y a eu une tempête de neige. On a dû faire la trace, une trace très lourde pour nous, on n'avait plus assez de nourriture, plus de bois pour faire du feu. Moi je me suis gelé les pieds gravement, après j'ai dû être amputé d'un bout, enfin j'ai eu même la gangrène. Donc on est passé le 3e col comme des miraculés, on s'en est sorti de façon miraculeuse. Mais pour moi c'était un des plus beaux voyages de montagne parce que je crois qu'on aurait très bien pu mourir dans ce voyage, on serait mort très sereinement. C'était un instant qu'il était trop précieux de ne pas vivre, on était prêt à le vivre quitte à en mourir. Et je comprends qu'on puisse aller jusqu'à la mort dans certaines aventures, parce qu'à un moment donné, la mort est aussi belle que la vie, et elle a autant d'importance. On comprend que tout ça, c'est intimement lié, comme l'ombre et la lumière dans ces montagnes, comme la crête et la vallée. Et c'est cette perception de ce tout que l'on peut vivre dans ces moments-là qui fait que je n'ai jamais regretté cette aventure. J'ai des amis qui ont monté une expédition pour faire un sommet en Afghanistan, le Mir Samir. J'avais 17 ans. Ils m'ont proposé de les accompagner. Et ce voyage était le voyage clé dans ma jeunesse pour me déterminer dans ma vie de voyageur. Je suis parti en voyage pour grimper, pour faire ce sommet, pour cultiver mon ego surtout. Mais l'Afghanistan était un bouleversement dans ma vie parce que j'ai compris qu'il y avait d'autres valeurs que celles que l'on avait en Occident, en tout cas que j'avais apprises en Occident. Et notamment, arrivé dans le bazar de Kaboul, j'ai voulu m'habiller comme un Afghan. J'ai dit au marchand, voilà, j'achète ce turban. Et lui m'a dit, je ne te le vends pas. Oh, tu ne me l'as pas marchandé. J'avais été grossier. Pour moi, j'avais simplement voulu négocier quelque chose avec de l'argent. Alors qu'en fait, pour ce marchand, vendre n'était pas... C'était un alibi. Il en avait besoin d'argent pour vivre au jour le jour, mais il ne cherchait pas à thésauriser. Il ne cherchait pas à faire des affaires. Ce qui comptait pour lui, c'était la relation. À 20 ans, je n'avais pas du tout cette compréhension-là, bien sûr. J'étais dans l'état de défi, bien sûr, de devoir me prouver à moi-même que j'étais capable. Quel âge avez-vous? 62. 62. 62. 62. He should be an actor. He's acting so well. Magnifique, extra. Ce marchand, dans son bazar de Kaboul, je crois qu'il a posé les bases de mon métier de photographe. Si ce n'est que pour prendre la photo, ça ne m'intéresse pas. C'est pareil pour la montagne. Si la montagne, c'est pour aller faire un sommet, pour aller se sentir fort d'être arrivé au sommet, cultiver un ego, je crois qu'on redescend dans la vallée plus amoindri que grandi.
toujours une photo avec une phrase d'un philosophe, enfin une phrase de notre culture, qui montre la culture. C'est un projet positif. Et donc je suis content parce qu'un enfant, c'est l'espoir. Et puis en plus c'est beau, moi j'ai vu tout à l'heure, je me dis qu'est-ce qu'elle a un beau regard. Et le titre du livre il s'appellera Espoir. Et donc elle va bien dans le livre. On va mettre juste un fond noir parce que la lumière derrière elle n'est pas belle. Yo. Nuni will come here to distract her, so I would like her to look here. C'est bien votre histoire. C'est sympa. Ah, c'est un beau projet, oui. Oui, c'est un beau projet, oui. Vous êtes d'où? Ici, là-dessus. On habite de l'autre côté maintenant. On est de la région, on est vraiment d'ici, non? Oui. Elle a quel âge? 14 mois et demi. Elle ne marche pas encore, juste pas. Elle marche presque. Elle sera dans le livre, je peux vous le dire. C'est très touchant parce qu'ils sont venus spontanément vers nous, ils nous ont vus travailler, ça les a intéressés qu'on les prenne en photo cette petite. Et pour moi c'est vraiment un cadeau parce que ce sont des gens qui sont généreux, qui viennent, qui sont simples dans leur démarche, ils sont fiers de leur petite et en même temps ce sont des gens, ils m'ont dit nous on est fiers de notre région, on aime notre région. Là il y a des gens qui sont heureux et fiers d'être pris en photo et puis moi forcément je peux ne faire que du bon travail parce que devant moi tout est beau, les gens sont rayonnants, donc forcément l'image sera rayonnante. C'est pas très, dans ces situations-là, c'est pas compliqué d'être bon photographe parce que tout est devant soi, quoi. La photo, je suis venu naturellement pour partager des choses que je vivais, déjà très jeune, puisque à 12 ans, j'étais dans une troupe de scouts à Genève, et on faisait des camps en montagne, et on partageait auprès des parents ce qu'on vivait avec la photo. J'aimais ces moments de partage, où j'étais fier de montrer où on allait et ce qu'on faisait. Ensuite, quand je suis parti en Asie, eh bien évidemment, j'étais tellement ébloui par ce que je vivais que j'avais envie de partager à mon retour. Donc j'ai fait de la photo. Mais je ne peux pas dire, de toute façon, on ne naît pas photographe, on devient photographe. La photographie, c'est avant tout une école de vie, c'est une école de soi, d'apprentissage de l'autre pour pouvoir partager. J'aime surtout la montagne pour aller à la rencontre des hommes. Pour moi, c'est le summum de la montagne, c'est le summum de ce que j'aime en montagne. Quand on a marché pendant une semaine, 10 jours, et qu'on arrive dans un village, on est déjà un peu des leurs. Et eux nous prennent aussi comme un peu des leurs, puisqu'on a fait le chemin. Donc dans sa tête, déjà, on s'est apaisé, on les comprend mieux. On est beaucoup plus enclin à comprendre les hommes quand on a fait un effort pour aller vers eux. J'ai beaucoup aimé partager bien sûr la montagne en expédition parce que j'aime la notion de cordée. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau humainement que d'être dans un univers difficile de montagne. Pour moi c'est un peu comme un cordon ombilical de vie. On est liés l'un à l'autre pour l'ascension. En même temps c'est lié à la mort et lié à la vie. Et j'aime la connivence que ça induit, le respect à l'autre que ça induit et la responsabilité de l'autre que ça induit. J'aimais la douceur de ces hommes du Ladakh, du Zanskar, du Népal, du Bhoutan. J'aimais surtout leur tranquillité par rapport à la montagne et leur humilité. On vivait en communion spirituelle avec la montagne. C'était une notion qui pour moi s'est avérée tout d'un coup indispensable. Je me suis demandé comment j'avais pu vivre sans cette notion-là en montagne. C'est là où j'ai commencé à me rapprocher des hommes, à partir, à quitter un peu la notion de défi,
dans mes ascensions pour pouvoir me rapprocher des hommes et pour tout d'un coup apprendre des hommes. Ensuite, eh bien, j'ai voulu m'impliquer auprès de ces hommes. J'ai voulu transmettre. J'ai eu 2 enfants de l'Himalaya que j'ai emmenés à l'école avec Daniel. C'était ma phase de transmission. Ce sont des enfants qui sont devenus les nôtres, enfin qui ont eu 2 familles, une famille himalayenne et notre famille à nous. Ils avaient la famille de la tradition et la famille de la modernité. Et c'était avec eux, on a eu notre phase de transmission. J'ai un travail qui est inspiré beaucoup de Rembrandt, j'aime travailler la lumière. Donc tous les peintres de l'école flamande, pour moi, sont essentiels. Je ne cherche pas à être influencé par la photographie. La photographie, c'est un langage, mais il y a beaucoup d'autres langages de tous les arts pour se rendre sensible. Je crois que tous ceux qui m'ont influencé dans ma vie, ce sont tous ceux aventuriers, écrivains, tous ceux qui ont su aller jusqu'à réaliser leurs rêves. Du coup, je me suis dit un jour, mais finalement, pourquoi moi? Je ne le réaliserai pas, mes rêves. D'une certaine manière, si on a le courage de regarder en face ses rêves et le courage de les vivre, eh bien tout est possible. J'avais fait une expédition avec un groupe d'amis, au Bhoutan notamment, un simil qui était vierge, Kanglagachu. Le Bhoutan l'accepte parfois les étrangers parce qu'en fait le Bhoutan a besoin de devises, mais il est interdit de grimper sur un sommet puisque c'est la résidence des divinités. On avait tous décidé de s'arrêter à 30 mètres du sommet. Et je crois que ça a été l'expédition la plus valorisante pour tout ce groupe. Ce n'était pas un sommet prétentieux, mais ce sommet surtout, on l'avait respecté. Et donc on est redescendu avec une grande dignité. Le projet sur lequel on travaille cette année sur l'Europe, en fait, il s'inscrit dans un projet de 7 ans, qui a commencé il y a maintenant 6 ans, puisqu'on est sur la dernière année, et en fait, où on fait le tour du monde des sagesses de l'humanité. On est en train de construire un puzzle, année par année, où chaque année, on va sortir un livre sur une culture, où on va mettre en relation des phrases d'un maître spirituel, d'un philosophe, en relation avec une image. Le but de ce projet, c'est de revaloriser l'ensemble de ces sagesses pour montrer l'unité de l'humanité en même temps que la diversité des pensées et qu'on a tout intérêt à s'ouvrir à la pensée de l'autre parce qu'elle est complémentaire à la nôtre. I did some lines on the viewfinder. Oh, okay. Normally. So it should be much easier for me to frame the pictures. Mm-hmm. When we fixed the viewfinder here to make the lines, then I have touched the mirror with a finger here. Mm-hmm. Tomorrow I will mainly work with this and the H1. Yes. These three. Mm-hmm. For the H1, for the Canon, Sony we take it, 300, this should be okay, 35 okay.
150 perfect and 80. 80. Should I take the 20? Yes. Yes, we should. And then I'll keep the 3 lens. That's one? Yes. Any celebration for this special day? Which topic, boy? To help the girls to get better weather. Oh. Yeah. So I dance. That's boy. why we get bad weather. Cheers. Yes, boy. Thank you. Cheers, Yagi. On remonte sur le nord très vite et le Danemark, probablement un peu du sud de Suède, nord Danemark-Suède, ensuite bien sûr les fjords de Norvège et de Bergen on prend le ferry le 4 août pour l'Islande. Et de l'Islande on revient sur l'Écosse et on redescend toute la Grande-Bretagne pour arriver mi-septembre en France. Souvent j'ai des soucis d'impayés et voilà quoi. Oui, c'est ça le problème. Ouais. Et le promoteur, oui, Mauvaise foi. Moi c'est ce qui me là, je suis plus très motivé. c'est difficile. Faut que je relance encore le juge, faut qu'on refasse un appel. Le lait, vous le prenez à la fruitière, là? On prend pas de lait. On aime bien le fromage, mais de le lait nature comme ça. Je mets du lait de soja, du lait de riz. Jackie, santé. Cheers, happiness, everything. Santé. Clarisse, non, pose les bottes, Clarisse. Et donc nous, on le prend à la maison. Il est à nous maintenant. It's the cat of a neighbor. He's always out. Maybe he wants to go back. Oui, oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Le chat alla cette fois dans un champ de blé, mit des graines dans son sac bien ouvert qu'il posa par terre et guetta en silence. 2 perdrix vinrent les picorer. Il a ressemblé à mon il a abandonné sous lit. Voilà, on va faire ça sous lit. Oh, c'est en plus, c'est rigolo comme ça. Comme ça, je veux juste en même. Tu trouves que c'est joli, toi? Oui. Tu trouves que c'est joli? Oui. Non, moi, je suis sûr que ce sera plus joli sur le lit. Extra, merci beaucoup. Les amours. Ça l'a calmé un peu l'histoire. Oui, jolie histoire. Mais quand même, je l'adore l'histoire. Hein. J'adore. Bien sûr. Si tu veux. Hein. Les hommes de la montagne sont des gens simples, directs. Il y a une franchise en montagne. Ce que j'ai trouvé de plus en Himalaya, c'est la notion spirituelle. Il y a énormément de compassion, d'altruisme dans cette religion. J'ai toujours aimé dans ce peuple le salut. Parce qu'en Himalaya ou en Inde, on va toujours saluer avec les 2 mains jointes. Et en fait, on ne salue pas la personne que l'on a en face, on salue le Dieu qui est en l'autre, qui va un jour ou l'autre éclore. Dans une vie, dans 1000 vies, dans 100 000 vies, ça n'a aucune importance. Le temps n'a pas d'importance. Donc c'est par ce peuple de montagne et par cette philosophie bouddhiste que j'ai eu envie d'aller voir le Bouddha ou le Dieu en l'autre, dans chaque peuple de la Terre.
Et je n'ai jamais quitté la montagne. Pour moi, c'est mon univers, c'est l'univers dans lequel je me sens bien. C'est cet univers qui m'a apporté aussi à une dimension spirituelle. Parce que la montagne, comme la mer, comme le désert, ce sont des éléments qu'on ne peut pas maîtriser, qui forcent à l'humilité. C'est pour ça qu'on a tendance, les hommes qui ont un peu une recherche, une quête intérieure, à aller vers ces grands espaces, parce que c'est là où l'on trouve certaines réponses que l'on cherche. Je crois qu'à un moment donné, il faut accepter qu'on ne peut pas fouler le monde. Et il faut être en symbiose avec ce monde. Pour moi, la montagne, elle n'a un sens maintenant que si je la relie à une dimension spirituelle, tout simplement.